sur le deuil. J'ai un peu changé mon titre sur le deuil après un décès en réanimation. Donc, pour commencer, je pense que c'est pas mal de partir de quelques définitions ou quelques concepts. Déjà, j'ai envie de dire que pour un chercheur, le deuil, c'est un fait social total. C'est évidemment un phénomène subjectif et psychique, mais c'est aussi un phénomène social. Il y a des dimensions collectives, culturelles, spirituelles très importantes. Et quand on s'intéresse au deuil, il y a différentes portes d'entrée. On peut s'intéresser à l'histoire personnelle de la personne endeuillée, on peut s'intéresser au déroulement de la fin de vie, aux rituels, bref, différentes portes d'entrée. C'est ça qui fait que c'est une thématique aussi riche. Alors le deuil, en français, on n'a qu'un seul terme pour parler du deuil, on a le deuil, qui est à la fois un état affectif douloureux provoqué par la perte d'un être aimé, mais c'est aussi une période de douleur ou de chagrin qui suit cette disparition. En anglais, on a de la chance d'avoir des termes qui permettent de nuancer un petit peu. On a le terme bereavement, qui est la situation objective du deuil, c'est la perte en tant que telle. On a le terme grief, qui est plutôt la tristesse que l'on peut ressentir, et c'est la part affective du deuil. Et le terme mourning, qui est la dimension plus sociale du deuil, qui désigne le fait de participer aux funérailles, etc. Donc c'est vraiment la part sociale du deuil. Donc vous allez voir dans mon topo, je vais pas mal parler de deuil compliqué. En anglais, on dit complicated grief, donc on est plutôt dans cette part affective du deuil. Donc le deuil est évidemment une expérience universelle. Vous connaissez, je pense, le cadre que nous a donné Elisabeth Kübler-Ross pour penser le deuil, qui est composé de différentes étapes, le choc, la sidération, le déni, la colère, la dépression, la tristesse, et puis finalement, l'acceptation, la personne va remonter la pente en quelque sorte, arriver à accepter de vivre avec cette perte et retrouver le cours habituel de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus triste, mais ça veut dire qu'on arrive à retrouver le cours habituel de sa vie. Et on considère qu'il faut à peu près 6 mois pour retrouver ce cours habituel de sa vie. Alors c'est un cadre conceptuel, c'est ce qui nous permet de faire de la recherche et de penser le deuil. Évidemment, toutes les personnes sont différentes. On ne va pas forcément suivre toutes ces étapes, ni dans cet ordre-là. Et puis, pour certains, ça va être plus court, pour d'autres, plus long. Mais je pense que c'est intéressant de vous présenter ce cadre. Et puis, pour certaines personnes, le deuil va vraiment se bloquer, en quelque sorte, à différents stades et va rendre le processus plus long. Ça peut générer une mortalité plus importante chez les conjoints, notamment une morbidité, une psychopathologie excessive. Et c'est ce qu'on appelle donc le deuil compliqué ou le deuil prolongé. Et on estime que dans la population générale, on a à peu près 10% de personnes qui développent un deuil compliqué. Alors quand on regarde les facteurs de risque dans la population générale, on voit qu'il y a trois ensembles de facteurs de risque, ceux qui sont en lien avec l'endeuillé, ceux qui sont en lien avec la cause du décès et ceux qui sont en lien avec le déroulement du décès. Et c'est ce qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille au sein du groupe Famiréa. On s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là à étudier, puisqu'on a vu qu'une annonce de décès mal vécue, une qualité de soutien jugée mauvaise au moment de la fin de vie et l'impossibilité de visualiser le corps sont des facteurs de risque. Alors, en 2009, il y a eu un consensus sur les critères cliniques du deuil prolongé. Avant, on parlait de deuil compliqué, puis on a décidé, enfin, les spécialistes ont changé le terme pour deuil prolongé. C'est à peu près la même chose, si je comprends bien. L'endeuillé doit faire l'expérience d'un manque de manière quotidienne et invalidante. C'est vraiment quelque chose de très pesant, c'est invalidant, comme on voit ici. L'endeuillé doit aussi présenter au moins 5 des symptômes qui sont décrits ici, parmi les 9. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez qu'il y a difficulté à accepter la perte, l'amertume ou la colère. Et là aussi, tout ça de manière quotidienne et invalidante. Le diagnostic ne peut pas être posé avant que 6 mois se soient écoulés depuis le décès. Et tout cela va entraîner des altérations très importantes dans les activités sociales, quotidiennes, fonctionnelles. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment altérer la qualité de vie, évidemment, de ces personnes. Alors après ces généralités, je vais aborder maintenant le deuil après un décès en réanimation plus particulièrement. Donc on a publié, le groupe Famiréa, en 2015, un papier sur le deuil compliqué, le deuil prolongé. Donc on a cherché dans cette étude à étudier le déroulement de la fin de vie en réanimation et le processus de deuil chez un peu moins de 500 familles endeuillées. Et nous avions montré que 6 et 12 mois après le décès,
la moitié des familles interrogées, incluses dans cette étude, présentaient un deuil compliqué. Vous voyez, 50%. Et on a aussi mesuré les symptômes d'un état de stress post-traumatique. Et vous voyez que 6 mois après, on a 43% de proches. Et 1 an après, 36% de proches qui présentent des symptômes d'un état de stress post-traumatique. Donc 1 an plus tard, on a encore plus d'un tiers des familles qui présentent un PTSD. Et donc quand on regarde les facteurs de risque associés à ces différents symptômes, vous voyez ici que le fait que le proche n'ait pas pu faire ses adieux est associé à une augmentation du risque de développer à la fois un deuil compliqué et un PTSD. Si le proche était présent au moment du décès, mais qu'il n'a pas bénéficié de l'accompagnement dont il avait besoin, c'est aussi un facteur de risque. Concernant le deuil compliqué, plus particulièrement, vous voyez qu'une communication avec le médecin jugée insatisfaisante est associée à une augmentation du risque, à la fois à 6 mois sur cette figure, mais aussi à 12 mois. Donc, quand on parle de communication, ce n'est pas quelque chose de mineur, c'est vraiment quelque chose de majeur dans la vie de ces personnes. Le seul facteur qu'on ait trouvé qui soit associé à une diminution du risque de présenter un deuil compliqué, c'était le fait que le patient, au cours de son séjour en réanimation, était conscient à un moment donné, était capable de s'exprimer et refuser des traitements. Et puis, vous voyez ici le dernier facteur associé à l'augmentation du risque de présenter un PTSD, le fait que les proches aient le sentiment qu'au cours de la fin de vie, le patient souffrait de dyspnée. Donc on voit qu'il y a quand même des liens très forts entre ce qu'on montre dans cette étude et les pratiques de fin de vie. Donc vraiment, là, je voudrais insister sur la préparation et l'accompagnement au cours du décès. La qualité de la communication, alors ici, ce qui est ressorti, c'était avec les médecins, mais évidemment, c'est la qualité de la communication avec toutes les équipes médicales, paramédicales. La prise en charge de la fin de vie, du mourir. Et je n'ai pas insisté dessus, sur l'intubation versus l'extubation, parce que depuis l'étude de Jean Régnier et de René Robert avait montré que finalement, ça n'avait pas d'impact sur le processus de deuil des familles. Et puis, l'autonomie du patient, on a vu dans cette étude, mais je pense que vraiment ça mérite d'être exploré, que ça ressemblait en tout cas à un facteur de protection du deuil compliqué. Alors, dans cette étude, nous avons fait une série d'entretiens qualitatifs et c'est intéressant de voir en quoi ces entretiens complètent les résultats plutôt quantitatifs de ces échelles. Effectivement, les adieux, c'est quelque chose qui est beaucoup... les familles nous en ont beaucoup parlé. Et donc ici, cette dame qui dit « C'est dur, c'est atroce, c'est terrible, mais c'est terriblement important pour le deuil. La personne ne vous est pas arrachée brutalement. » Et donc, dans la littérature des soins palliatifs, quand même, il y a pas mal de choses là-dessus. Les adieux, c'est un moyen pour les familles de se préparer au décès. C'est un moyen aussi de permettre la continuité. Comme le dit cette dame, la personne ne vous est pas arrachée brutalement. Et puis, c'est un moment d'expression. Et il ne faut pas oublier que ces adieux peuvent se faire par la parole, mais aussi, bien sûr, par les gestes, par les regards. L'important, c'est que la personne ait le sentiment qu'elle ait dit, qu'elle ait exprimé tout ce qu'elle avait à exprimer auprès de son proche. La présence au moment du décès, c'est quelque chose dont nous ont pas mal parlé les familles aussi. Comme le dit ici cette dame, c'était très important qu'on soit là. Pour lui, on était vraiment, mais bon, pour nous, je ne sais pas. Moi, ça a été vraiment très, très dur de le voir partir comme ça, tout doucement, qu'il s'éteigne comme ça devant nous. Il fallait qu'on soit là, mais moi, je ne pense pas que je devrais voir ça, c'est trop dur. J'aurais préféré qu'il s'endorme et qu'on ne soit pas là. En plus, je culpabilise de dire ça, je n'étais pas préparée à ça. Alors, bien entendu, il y a des familles qui étaient très... satisfaite avec des guillemets d'être présente, et c'est pas la question, mais on a vu aussi que quand même parfois c'était ambigu, que les familles avaient vraiment besoin d'être préparées à ça et sans doute d'être revues après pour verbaliser un peu les ressentis, poser des questions et puis bien préparer aussi ce moment avec elles, s'assurer qu'elles ont vraiment envie d'être là et de les déculpabiliser aussi si elles souhaitent sortir, etc. La communication dans les entretiens, dans tous nos entretiens, de toute façon, on nous parle beaucoup de communication. Cet extrait, que je ne vais pas tout lire, mais juste la dernière partie, il faudrait qu'ils apprennent aussi à sortir du protocole pour s'adapter à nous. C'est pour dire que ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur les familles et la réanimation, et je trouve que les attentes bougent. Il y a vraiment des attentes fortes vis-à-vis des équipes. Et les familles insistent aussi beaucoup sur la communication informelle, le non-verbal. Dans les entretiens qu'on fait avec les familles un an et demi après le décès, elles vont se souvenir de ces petits gestes qui semblent être peut-être des détails, mais qui pour elles sont vraiment majeurs.
Et puis la participation du patient, je vais lire cet extrait. Cette dame qui a dit Il a demandé l'arrêt des soins plus lourds. Quand mon mari m'a dit qu'il ne voulait plus se battre, j'ai craqué. Et puis je me suis ressaisie et j'ai dit au médecin Ne tenez pas compte de moi, de nous, vous tenez compte de mon mari, de ce qu'il vous dit. C'était bien à lui de prendre la décision, pas à nous. C'est bien qu'on n'ait pas eu de grandes décisions à prendre, c'est quand même une grande paix qu'on vit dans le deuil. » Donc évidemment, chaque histoire et chaque personne est différente, mais quand c'est possible, je pense que c'est vraiment important d'intégrer le patient. Je sais que souvent, il n'a pas l'occasion de s'exprimer lui-même, mais il ne faut pas oublier qu'il reste un sujet vraiment tout au long de son processus de fin de vie et qu'on peut l'intégrer de différentes manières, s'il y a des directives anticipées, je sais que c'est rare, et puis en discutant aussi avec la famille. Donc maintenant, on va voir quelles sont les interventions qui ont été testées pour améliorer le vécu des familles endeuillées. Vous allez voir qu'elles sont toutes ciblées sur la communication. Je voudrais commencer avec cette idée de conférence de fin de vie, qui est une idée développée par Randall Curtis, qui travaille à Seattle, aux États-Unis. Et l'idée, c'était assez intéressant. Il l'a développée il y a pas mal de temps maintenant, en 2000-2001. L'idée, c'était de regrouper autour de la table le ou les médecins, enfin bref, tous les soignants qui s'occupent du patient et puis la famille. Et le médecin qui mène cet entretien, parce qu'il faut un meneur, respecte cet acronyme de VALUE, qui est de mettre en valeur la famille, reconnaître ses émotions, l'écouter, parce qu'il avait aussi montré dans un autre papier que parmi les opportunités manquées au cours des entretiens, c'était l'écoute qu'on ratait le plus. Essayer de comprendre ce qu'elles sont en train de vivre et d'expliciter les questions qu'elles se posent. Vous savez que c'est parfois difficile pour les familles de poser des questions, de les formuler, etc. Donc, c'est les aider dans ce processus. Et donc, dans une étude interventionnelle, on a testé la mise en place de ces conférences de fin de vie au cours desquelles on remettait aussi un livret sur le deuil. Et dans cette étude, on avait montré que les familles qui avaient bénéficié de l'intervention présentaient moins de symptômes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique 3 mois après le décès. Donc on a là quelque chose qui marche, qui n'est pas difficile à mettre en place. Bien sûr, ça se pense, ça se prépare, mais ce n'est pas non plus très compliqué. Ensuite, l'intervention d'un facilitateur, c'est une étude encore une fois de Randall Curtis. Le facilitateur est un infirmier ou une assistante sociale formée à la communication et qui est là pour faciliter la communication avec l'équipe et identifier, apaiser les tensions et les conflits. Et dans cette étude, l'intervention était associée à une baisse significative des symptômes de dépression 6 mois après le décès du patient. Ou sa sortie, tous les patients ne sont pas décédés, mais ça n'avait pas d'impact sur l'anxiété et la dépression. Mais on voit quand même, je passe vite, mais que la présence d'une personne formée et dédiée, ça peut aider les familles. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace le travail des soignants, évidemment, mais ça peut aussi être une aide. Dans cet autre papier qui vient des États-Unis, de Shannon Carson, l'idée c'était de voir si l'intervention de l'équipe de soins palliatifs auprès des familles pouvait aider. Et ce qu'on voit, c'est que cette intervention, finalement, n'était pas associée à une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression à 3 mois, mais au contraire même à une augmentation du PTSD. Et l'idée, finalement, dans cette étude, dans la discussion, c'est que peut-être, évidemment, c'est important de faire intervenir les soins palliatifs, mais il faut associer l'équipe de réanimation. Vous voyez que les réanimateurs étaient très peu présents à ces réunions, et pour les familles, ça a sans doute posé un problème de continuité et de sens. Et cet autre papier de Doug White aux États-Unis qui s'appuie un petit peu sur l'idée du facilitateur. Ici, dans l'intervention, ce sont des infirmiers des services en question, 5 services de réanimation, et plusieurs dans chaque service qui sont formés à la communication. Et ces infirmiers sont là pour cheminer avec la famille tout au long du séjour en réanimation. Voilà, elles apportent un soutien émotionnel, elles aident les familles à préparer les processus décisionnels et c'est elles qui, ou eux, des infirmiers aussi, qui organisent les réunions avec les médecins. Et cette étude était un peu décevante, entre guillemets, bien sûr, pour les investigateurs, puisque le critère de jugement principal, c'était l'HADS, donc c'était le score sur l'échelle HADS. Et finalement, on voit que ça n'a pas d'impact sur les différents symptômes décrits, anxiété, dépression et PTSD. Par contre, cette intervention était associée à une meilleure évaluation de la qualité de la fin de vie. Je vois que le temps passe. Je voulais parler de l'accompagnement après un décès.
je vais essayer de passer vite, mais voilà, les différentes études montrent que il est important pour les familles de revoir l'équipe, enfin pour un tiers des familles qui souhaitent revoir l'équipe après un décès en réanimation. Et donc nous avions testé dans cette étude le fait d'envoyer une lettre de condoléances. Donc les familles ont été tirées au sort pour recevoir ou non une lettre de condoléances. Et nous avons évalué l'anxiété et la dépression à 1 mois. Et contrairement à notre hypothèse, on voit que ça ne fait pas vraiment bouger le score sur l'échelle HADS. On voit qu'il y a une petite tendance sur la dépression, sur la dépression, mais ce n'était pas statistiquement significatif. À 6 mois, par contre, ces résultats se confirment. On a un score plus élevé dans le groupe interventionnel sur l'échelle HADS. On a plus de proches avec des symptômes de dépression, plus de proches avec des symptômes d'un état de stress post-traumatique. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il faut vraiment évaluer les interventions. Nous, on pensait qu'on allait faire du bien. Eh bien, c'était un résultat contre-intuitif. Et donc, on passe à ma dernière diapo. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous a perturbés, puisque dans l'approche qualitative, on avait vraiment beaucoup de témoignages très positifs. Donc, il y avait un décalage entre ce que nous disaient les familles et possiblement ce qu'elles ressentaient. Voilà, je suis obligée de finir là-dessus. Ça montre qu'il faut évaluer, qu'on peut améliorer quand même le vécu des familles, mais il faut continuer à améliorer la communication, à trouver d'autres stratégies, peut-être aussi d'autres critères d'évaluation, critères de jugement, pardon, pour évaluer nos interventions. Désolée d'être un peu rapide sur la fin. Merci.